Bonsoir Facebook aussi. J'arrive pas. En fait, je peux pas lire bien les commentaires parce que c'est tordu. C'est pas grave. Je lirai après. Alors bonsoir à tout le monde. On va attendre un peu où on commence. Bon, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vais commencer aussi par vous remercier. On entend le son bas. On entend le son bas. En plus, ce soir, j'ai fait un effort. Attends, alors. Bon. Alors, pourquoi on entend le son bas? Parce que je suis loin un peu de l'ordinateur. C'est ça. Donc, il faut que je parle fort. Et si je parle plus fort, vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Ça bug. On entend très bien, Myriam. Ah, vous m'entendez bien. Bon, bah, ça va alors. Merci beaucoup. Alors, j'espère que Facebook aussi, vous m'entendez bien. Ok, dites-moi. Hein. Oui, c'est bon, merci. Alors, on va faire un petit récap de la semaine dernière. Déjà, je vous remercie parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages cette semaine pour me raconter un peu les exemples, pour me raconter un peu vos expériences, pour me dire, pour certaines, comment ça a influencé votre semaine. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente que ça a servi et j'espère que ça va servir encore et encore et encore et encore et que vraiment, vous allez voir le changement dans vos vies parce que c'est le but. Et ce qui est bien aussi quand on écoute un cours, c'est justement de ne pas seulement être passif, l'écouter, puis après, la vie continue, on a trouvé ça sympa, ça nous a apporté sur le coup, et puis on sort de là, on recommence avec nos vieilles habitudes. Et le but, c'est vraiment d'intégrer les nouvelles bonnes habitudes, en tout cas ce qu'on a appris, de repérer, d'identifier ce qui ne s'est pas forcément bien passé, repérer en fait nos mécanismes. Là, on est en plein dans le rapport dominant-dominé. On a vu, ça fait plusieurs cours en fait que finalement on a fait un enchaînement tout à fait logique mais qui se suit pour pouvoir justement sortir de nos mécanismes qui ne font pas forcément du bien, le mécanisme de communication qui nous pollue la vie. Et on a dit la semaine dernière, grâce à vous, j'ai compris que la semaine dernière, j'ai donné beaucoup trop d'informations en un cours, donc ça a servi d'introduction. Et cette fois, on va bien détailler. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu que... Ah, merci pour celle qui met la caméra, c'est toujours agréable. Parce que quand il n'y a pas la caméra, moi, j'ai l'impression de parler toute seule. J'ai des petits messages de temps en temps, oui, mais j'aime bien aussi les réactions sur Facebook, on peut voir les likes. Bon, mais la caméra, c'est autre chose. On a l'impression vraiment qu'on parle et voilà, je vous sens présente. Merci. Alors, je voulais continuer, oui, sur la communication, ce qui nous pollue en fait nos relations. D'accord? Au départ, on va parler ensuite de l'hygiène relationnelle. On avait fait un cours là-dessus sur comment communiquer de la façon la plus saine possible. Mais c'est vrai qu'avant de pouvoir communiquer de la façon la plus saine possible, il est très important de pouvoir cerner les mécanismes qui nous empêchent de communiquer de la façon la plus saine possible. Je viens de réaliser que je n'ai pas mis mes notes à côté de moi. Est-ce que je peux faire les deux en même temps? Bizarrement, oui. Alors, attendez une petite seconde que je m'organise. Vous me connaissez maintenant, moi et la technique, on n'est pas très copains. Attendez, c'est pas enregistré encore. Écoutez le mettre en micro. Attendez une seconde. Voilà. Par contre, c'est pas enregistré. Jennifer, vous m'entendez? Je ne sais pas si elle m'entend. Oui, on entend. Là, ça coupe un peu, Myriam. Voilà. Ça coupe un tout petit peu. D'accord. Et est-ce que vous pouvez enregistrer juste parce que c'est pas enregistré? C'est enregistré, il me semble. Attendez, je regarde. Ah, ça y est, c'est enregistré. Ah, c'est bon, c'est bon. Super. Alors, voilà, parfait. Ok. Donc, voilà. Donc, la semaine... non. Qu'est-ce qui nous pollue dans nos relations? Donc, ce que je vous disais aussi, c'est que c'est important, avant de plonger dans une relation saine, hein, il faut d'abord comprendre les blocages, les mécanismes bloquants, tout ce qui va nous polluer la vie et nous empêcher finalement de plonger dans tout ce qui est sain. D'accord? Encore une fois, exactement comme quand on entame un régime, d'accord? Je dirais plus une hygiène alimentaire saine, il faut comprendre ce qui ne va pas dans notre alimentation pour savoir comment s'en séparer ou remplacer par des choses beaucoup plus saines. Et quand on sait aussi l'impact et les effets néfastes de la mauvaise alimentation, on a moins envie d'y replonger forcément. Alors c'est pareil un peu pour la communication. Si on va directement apprendre les nouvelles règles de l'hygiène saine, on va dire, on va pas forcément, ça va être beaucoup plus dur de le maintenir sur le long terme. Alors que quand on s'observe, et on observe les relations dans lesquelles on est, dans lesquelles on évolue, le dynamisme de la relation, comment on fonctionne, et qu'on comprend en fait ce qui ne fonctionne pas et ce qui nous empêche de nous sentir vraiment liés les uns aux autres,
ben là, on arrive justement à identifier. C'est tout un processus, en fait. On arrive à identifier, on arrive à comprendre ce qui nous empêche de se lier. Et du coup, là, on se dit, ah non, 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 je veux plus parler de cette façon, je veux plus communiquer de cette façon, je veux changer ma façon de m'exprimer. Là, il y a aussi une espèce de motivation qui naît de cette prise de conscience et on a envie d'agir autrement, en fait. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'analyser ce qu'on va faire, d'identifier tout ce qui ne va pas dans nos communications en ce moment et dans nos relations en ce moment. Alors, on a vu la semaine dernière les 5 phénomènes qui entretiennent le rapport de force, le rapport dominant-dominé. Le rapport dominant-dominé, c'est un rapport qu'on va entretenir souvent avec, parfois, malheureusement, notre relation de couple, mais aussi nos relations de parents-enfants, d'accord ? Parce qu'il y a en fait un rapport comme ça où le parent est censé être au-dessus de l'enfant. Le rapport de couple, normalement, il ne doit pas y avoir de « je suis au-dessus de toi », mais malheureusement, ça arrive souvent. Il y a un rapport de dominant-dominé. Évidemment, c'est très néfaste. Donc, la relation parent-enfant, la relation collègue, la relation patron-employé, la relation professeur-élève, toutes sortes, même entre collègues aussi. Il y en a forcément, enfin, il y en a très souvent, pas forcément, mais très souvent, qui va se mettre au-dessus. Alors que de base, on a le même niveau, on est censé avoir le même niveau, on est des collègues, et puis il y en a un, il va prendre la position de celui qui en sait plus. Et ça gâche la vie. Ça nous pollue, on sent que ça ne va pas. Et donc là, on va étudier les 5 phénomènes qui entretiennent ce rapport de force, qui entretiennent et maintiennent la relation de dominant-dominé. Alors, on a vu la semaine dernière les 5 phénomènes en global, et maintenant, on va voir chaque phénomène, c'est-à-dire que chaque lundi, donc là, on en a pour 5 lundis, Bezrat Hachem, on va étudier chaque phénomène. Donc, on a, je répète quand même pour les nouvelles, ce qu'on a vu la semaine dernière. Les 5 phénomènes, c'était l'injonction, c'est ce qu'on va voir ce soir, les menaces, la dévalorisation, la disqualification, quand ça va ensemble, la culpabilisation dans la relation, d'accord, et le chantage affectif. Ça, ce sont les 5, j'ai envie de vous dire, les 5 polluants de notre écologie, parce qu'on va appeler ça comme ça, de notre écologie relationnelle, d'accord, de notre relation. Si j'ai des injonctions, des menaces, de la dévalorisation et de la culpabilité et du chantage affectif, alors là, vous pouvez être sûr que la relation ne peut pas bien se passer. Elle peut être justement au contraire très néfaste pour moi et je peux me sentir asphyxiée, étouffée, et du coup, ça va influencer mon estime de moi et je vais me sentir jamais à ma place, je vais me sentir toujours affaiblie. Et là, ça fait référence justement. Il va s'énerver qu'il a son téléphone, il me tue, lui. D'un coup, la tête là. Ça fait référence justement à ce qu'on avait vu aussi dans un ancien cours. On avait vu les messages cadeaux, les messages toxiques. Donc là, vraiment, on a fait le tour. Enfin, il y a tellement à dire sur la communication, mais les cours d'avant vraiment traitaient aussi, ça mettait les bases de ce cours d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la fin du cours, je vais vous donner le lien de tous les cours du lundi soir. Alors, non, en fait, il n'y a pas tous les cours du lundi soir, il y en a 5, je crois. J'ai réussi à récupérer, mais je crois que j'en ai encore d'autres qui sont encore récupérables et je les mettrai au fur et à mesure. Mais déjà, vous aurez matière à vous informer, à apprendre en attendant que je mette les autres. Alors, ce soir, on va étudier ensemble les injonctions. On va comprendre ces mécanismes, comprendre de quelle façon elles s'intègrent dans notre vie, on va dire, et à quelle façon ça nous impacte dans nos vies, à quelle façon à quel point plutôt c'est néfaste pour nous, pour notre équilibre mental, vraiment. Et on va aussi un petit peu traiter de ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Ça, c'est un sujet qui est aussi en soi très riche, on va dire. Donc, on ne va pas... l'image est figée. On ne va pas trop détailler, mais enfin, je ne pense pas. Mais on va parler de l'injonction de façon générale. Alors, c'est quoi une injonction ? Une injonction, c'est déjà un ordre, d'accord ? C'est un ordre, c'est une forme d'imposition sur l'autre et qui est sous menace de sanction. C'est-à-dire qu'on impose un ordre par la crainte, d'accord ? Et ça peut être une injonction faite par quelqu'un d'autre envers moi, mais ça peut être aussi moi envers moi-même. Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, tout ce que l'autre me fait, en réalité, n'a d'impact que si déjà en moi-même,
ça résonne en moi, c'est-à-dire en moi-même, j'ai déjà ce mécanisme de fonctionnement existant en moi-même. C'est-à-dire que si moi déjà, je réagis par des phrases comme « il faudrait »,« je dois »,« je suis obligée », toutes ces phrases, en fait, ce « il faut » et « je dois » représentent l'obligation. Une injonction, en fait, c'est une obligation. Et ça me met forcément la pression. Et quand je me sens obligée, d'accord, par l'autre, c'est forcément que déjà en moi existait cette injonction vis-à-vis de moi-même. Elle fait résonance. Alors peut-être que déjà moi, dans mon enfance, j'ai entendu tu dois, si tu veux mon amour, entre guillemets, c'est-à-dire le message sous-jacent à cette injonction, c'est si tu veux mon amour, ou si tu veux pas me perdre, ou si tu veux mon approbation, tu dois faire cela. Tu dois m'écouter. Tu dois ranger ta chambre. Tu dois être un enfant parfait. Tu dois être jolie. Tu dois être intelligent. Et ainsi de suite, on ne s'arrête plus. D'accord? Et comme ça nous a été quelque part imposé, peut-être dans notre enfance, malgré nous, c'est-à-dire que c'est vraiment sous-jacent, c'est inconscient, ça s'infiltre en nous à notre insu, et bien quand quelqu'un d'autre nous redit, plus tard, notre mari, notre collègue, notre boss, notre patron, notre parent, enfin notre parent, oui, il a déjà fait enfant, mais un parent autre, quelqu'un qui va être en lien avec nous de façon quotidienne, eh bien, je vais tout de suite l'absorber et je vais sentir une sorte de pression qui m'empêche de me réaliser, qui m'empêche de m'épanouir. Et j'ai l'impression sans arrêt que je dois faire tout ce qu'on me demande de faire, mais c'est plus une demande là, vous l'aurez compris, c'est une forme d'imposition sur l'autre, c'est une forme de je te force à faire, même si tu ne le veux pas, même si tu n'es pas forcément d'accord avec ça, je veux que tu le fasses et j'attends de toi que tu le fasses. Et là, forcément, je me sens pris au piège. Je sens ce sentiment de si je ne le fais pas, je vais tout perdre. Je vais perdre en tout cas la personne qui compte pour moi, la personne qui est significative pour moi, la personne ou le rôle qu'il a dans ma vie. Et je ne veux pas. Donc, elle a dans ma vie. Et forcément, je ne veux pas. J'ai trop de risques, en fait. Donc, je vais me l'imposer à moi-même et je vais me sentir prise au piège parce que je vais le faire. Et si je ne le fais pas, je ne me sens pas à la hauteur. Je me sens nulle. Je me sens mal. Et ainsi de suite, ça va donner plein énormément d'émotions négatives. Donc, vous aurez compris, l'injonction, évidemment, c'est un mécanisme qui est d'abord en moi. Et ensuite, l'autre me le suggère, me l'impose aussi. Et moi, je continue à l'alimenter inconsciemment puisque je continue à faire. Et quand je le fais et que l'autre me montre un visage souriant, une approbation, je sens que j'ai gagné son amour, je sens que ça fonctionne. Alors, je continue. D'accord? Je continue. Mais en même temps, je me sens toujours piégée et je ne me sens pas forcément bien avec ça. Je ne me sens pas épanouie avec ça. Mais je continue parce que je sens que ça me donne une sorte d'approbation, une sorte de présence de l'autre. D'accord? Donc, ça entretient, comme je vous l'ai dit, le rapport dominant-dominé. Dans le rapport dominant-dominé, je ne suis pas bien, je suis mal à l'aise parce que je me sens dominée. D'accord? Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, même le dominant ne se sent pas forcément bien parce que s'il a besoin à ce point-là d'exercer un pouvoir sur l'autre, c'est que lui aussi a besoin de se prouver quelque chose ou qu'il a peut-être une faille dans son estime de lui. Parce que quand on va réellement bien, on n'a pas besoin d'exercer notre pouvoir sur qui que ce soit. On n'a pas besoin de ça pour se sentir exister. Or, si j'ai besoin de ce pouvoir sur l'autre, c'est que j'ai besoin d'exister, d'accord? Peut-être un peu trop. C'est une première chose. Et deuxième chose, le dominer, forcément, lui, ne se sent pas bien parce qu'il sent que s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, enfin ce qu'on lui exige plutôt, c'est plus le mot de l'injonction, enfin ça va avec l'injonction, s'il ne fait pas ce qu'on lui exige, même de façon très insidieuse, je vais revenir là-dessus ensuite, je vais perdre ma place. Donc, quand je suis un employé, je perds ma place. Quand je suis la femme de mon mari, je perds mon rôle de femme ou je perds l'amour de mon mari. Je perds son amour. Donc, je me sens pas bien. D'accord? Donc, maintenant, ce que je voulais, juste revenir, c'est très important de le préciser, c'est que le rapport de dominant-dominé implique pas forcément quelqu'un de méchant et quelqu'un de gentil. Non, pas forcément. Il implique aussi, ça peut être très insidieux, c'est-à-dire que le dominant peut très bien être quelqu'un qui va dire, mais bon, ça on le verra dans le chantage affectif, dans la culpabilisation. Dans l'injonction, c'est moins comme ça, parce que c'est plus un ordre, mais ça peut être aussi un dominant qui va être en apparence très doux, très douce. Et en fait, il impose ou elle impose.
mais l'apparence a l'air douce. Et c'est très vicieux parce que on se dit, mais non, je ne suis pas dans un rapport dominant-dominé. Non, 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 il est ou elle est très gentil. Non, je pense que c'est moi qui ai un problème. Vous voyez? Et en fait, la personne, elle impose à l'autre. Il faut faire, tu dois faire, j'attends de toi. Et ça m'étouffe, encore une fois. Je sens que je n'arrive pas à respirer. Donc là, le travail, il est de part et d'autre, hein, en réalité. Pourquoi? Parce que, comme j'espère que vous aurez compris ça, le dominant est celui qui impose. D'accord? Peu importe la façon dont il s'y prend, si c'est d'une façon dure ou d'une façon douce, en tout cas, il impose. Et la personne qui est dominée se sent imposée. Donc, il y a un travail à faire et au niveau du dominant, c'est-à-dire que lui, il doit effectivement apprendre à se séparer de ce pouvoir qu'il exerce sur l'autre, mais il a aussi de la part du dominé parce qu'il doit apprendre à prendre du recul vis-à-vis de ce pouvoir-là, à s'éloigner de ça, prendre de la distance et à lui-même se dire est-ce que je le veux vraiment. Bon, ça, c'est déjà les solutions dont je vais vous parler, bien sûr, mais je veux dire vraiment le travail se fait des deux côtés. Maintenant, s'il n'y a qu'un des deux côtés qui veut sortir de cette relation, c'est ce qui arrive souvent, il y en a un, il se sent très bien avec son, par exemple, le dominant, ben, en général, plus ou moins se sentir bien et ne va pas avoir envie de faire un travail sur lui-même, puisque lui, quand il exerce son pouvoir, il se sent exister. Et c'est une position quand même, la position, comme je vous ai dit la semaine dernière, la position haute, donc la position forte. Donc, je n'ai pas envie de changer de position quand je suis dans la position forte en général. Par contre, celui qui est dans la position basse, d'accord, au niveau, je vais dire presque hiérarchique, lui, il a envie de changer de cette position, il ne se sent pas bien dans cette position-là. Et lui, il a envie de changer. Maintenant, si celui qui est en position dominante n'a pas envie, il peut quand même faire un travail intérieur qui va l'aider à changer lui et à sortir de cette relation. En tout cas, même si la relation est encore là, parce que, par exemple, je suis encore mariée, j'ai pas envie de divorcer pour autant, je suis encore dans cette boîte et j'ai pas envie de démissionner parce que je suis avec un patron qui n'est pas forcément sain, enfin, on n'a pas forcément une relation saine. Donc, je n'ai pas envie de quitter mon emploi pour autant. Il y a quand même d'autres avantages à part ça. Peu importe, je ne suis pas obligée de couper court à la relation. D'accord? Il y a des moments où si moi, je peux effectuer un travail avec moi-même, face à moi-même, changer ma position avec moi-même déjà. Et là, en fait, ça m'impactera beaucoup moins. D'accord? Donc, encore une fois, c'est un travail où les deux parties ont une responsabilité à prendre. Mais si l'un des deux ne veut pas changer, d'accord, pour quelque raison qu'il soit, il n'a pas l'intention de changer, de sortir de cette position, eh bien, c'est pas grave. Celui qui a décidé de changer peut faire ce travail. D'accord? Ça, c'était important de le retenir. Ensuite, il y a tellement de choses à dire dans ce cours. Même si, en fait, on va parler que de l'injonction, il y a énormément à dire. Donc, juste, je vérifie que j'ai bien commencé parce que j'ai souvent l'habitude de décrire et puis en fait, après, je ne regarde pas du tout mes notes. Et là, je me dis, dommage, j'ai pas dit ça et ça. Alors, oui, c'est important. Vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Je remets mon zoom parce qu'il est parti. Non, c'est parti où? Alors. Il faut bien comprendre que quand je suis dans ce genre de relation, évidemment, ça va de pair avec le stress. On est dans un stress et on est dans une surcharge mentale. Ça revient aussi à un autre cours qu'on avait fait un lundi soir aussi, il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce que je m'impose à moi-même et j'écoute ce que l'autre m'impose, d'accord? J'adhère finalement à ces obligations et je m'impose de je dois, il faut. D'accord? Donc, ce je dois, il faut, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un mail de mon patron qui arrive, ou pas de mon patron, même d'un client, plus un mail de mon patron, plus un appel de mon enfant, plus un appel de mon mari, plus, voilà, tout ça en une heure, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si je suis moi-même hantée par ces injonctions, je dois, il faut, qu'est-ce que je vais ressentir à ce moment-là? Vous l'avez compris, du stress, de la pression. Donc, je vais me dire, il faut que je réponde à tout. Il faut que je réponde à tout. Et si je ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me sens nulle. Je ne me sens pas à la hauteur. Et si je réponds par contre, qu'est-ce que je ressens? Ah, ben, j'ai réussi. J'ai réussi ce challenge et puis je suis digne d'amour. Je suis capable. Je peux être fière de moi. Donc, ça m'alimente finalement mon estime de moi. Mais est-ce que c'est le bon des restes? Est-ce que c'est le bon chemin pour alimenter mon estime de moi? Pas forcément. Puisque
finalement, quand je n'y réponds pas, mais je ne me sens pas à la hauteur. Quand j'y réponds, là, je suis capable de m'apprécier, de m'accepter. D'accord? Vous voyez en quoi l'injonction ne vient pas forcément de l'autre, d'accord? Mais de moi, juste de moi. Quand j'ai plein de... Et en plus, cette génération, effectivement, avec les réseaux, avec les WhatsApp, on est assaillis de toutes parts, et par les mails, et par les téléphones. Avant, il n'y avait que le téléphone. Et encore, le téléphone, ce n'était pas le téléphone portable, il était au bureau ou à la maison. Donc, quand j'étais, par exemple, sur la route, à part pour les privilégiés qui avaient le téléphone dans la voiture, les autres, tant que je suis sur le chemin, je ne peux pas être dérangée, d'accord? Tant que je suis en train de faire mes courses, je ne peux pas être dérangée. Là, partout où je suis 24 heures sur 24, je suis joignable. Donc, peu importe ce qui arrive maintenant, un WhatsApp plus un mail plus un coup de téléphone, je me sens encore plus obligée d'y répondre. Et je me sens coupable si je n'y réponds pas, ou en tout cas, je peux me sentir mal vis-à-vis de moi-même parce que je ne me sens pas à la hauteur. Parce que j'ai l'impression aussi, on est dans une société de performance, où si je ne réponds pas à tout ce qui m'arrive là dans l'heure, ben, je ne suis pas capable en fait, donc je ne suis pas performant. Donc comment je peux m'aimer si je ne suis pas performant? Vous voyez? Donc du coup, ça me met dans un engrenage où je ne suis jamais finalement satisfaite. Parce qu'une fois que cette heure-là, elle est faite, on va dire, j'ai répondu à tous les appels, j'ai répondu à tous les mails, j'ai répondu... Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que vous croyez pas, est-ce qu'il ne va pas y avoir un autre mail d'un autre client? Ou est-ce qu'il ne va pas y avoir un autre appel d'un autre patient, pardon, d'un autre déformation professionnelle, d'un autre, voilà, d'un autre collègue ou d'une autre personne ou de mon mari, peu importe, ça ne va pas s'arrêter. Justement, je parlais de ça avec une patiente cette semaine. Elle va sûrement se reconnaître, parce que je crois qu'elle est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a cette sensation, cette fausse sensation qui nous dit « Non, mais quand tu auras fini de répondre à ce mail ou tu auras répondu à cet appel, tu auras comme fini. » Et en fait, on s'aperçoit que quoi? On a fini de répondre à ce message, on a fini de répondre à cette demande, ou encore une fois à cette exigence, à cette obligation. Et hop, on se retrouve à répondre à autre chose. Donc en fait, ça n'en finit plus. Et donc en fait, on n'a jamais de pause. Et donc en fait, on est toujours dans cette surcharge mentale, on ne s'arrête jamais, dans cette pression et donc toujours dans ce stress. Et donc ce stress, évidemment, il peut causer encore une fois des douleurs physiques, parce que ça peut me faire somatiser. D'accord? La somatisation, c'est quand le corps exprime ce que mon psychique n'arrive plus à gérer. D'accord? C'est mon corps qui devient le réceptacle de mes émotions. Enfin, il est toujours le réceptacle, on va dire que non. Quand je sais exprimer mes émotions, il se porte mieux, mon corps. Donc là, comme je ne sais plus où donner de la tête, hop, c'est mon corps qui va me faire des maux de tête, des migraines, des mal de dos, des mal de cou, parce que j'arrive plus à être souple. Mon dos, il en a plein le dos, j'en peux plus, d'accord? Donc automatiquement, mon corps va prendre et là, je ne vais pas me sentir bien, mais c'est un engrenage où je n'arrive plus à trouver la fin, en fait, à trouver le bout. D'accord? Maintenant, comment je fais pour en sortir? D'abord, je voudrais juste vous dire un petit mot sur les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, d'abord, est-ce que je vous ai donné assez d'exemples? Je vais juste regarder si... voilà. Je vais juste vous donner un exemple, des exemples, par exemple, dans le couple, des injonctions qui pourraient avoir et qui pourraient nous faire du mal, et des injonctions au travail qui pourraient nous faire du mal. Ensuite, on parlera des injonctions paradoxales. Les injonctions dans le couple, par exemple, c'est par exemple, mais tu devrais t'habiller comme ça. Ah, j'aime pas du tout quand tu mets cette tenue. Tu devrais te mettre les jupons, ça te va mieux parce que toi, t'as pas les jambes très fines, donc les jupons, c'est mieux. Ah, tu devrais arrêter de mettre tes lunettes et mettre des lentilles. Tu devrais. Ça, quand une femme, elle entend ça, bon, j'ai envie de dire même quand un homme entend ça, mais on se sent d'abord pas aimé, on se sent critiqué et on a l'impression qu'on parle de nous comme une chose, un objet, pas comme une personne. Et en plus, on rentre dans la définition de l'autre. On n'est plus dans notre propre définition de notre propre personne. Maintenant, attention, c'est peut-être des bons conseils. C'est peut-être quelque chose qui va nous apporter. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose... Enfin, nous-mêmes, on est par exemple, on prend soin de notre apparence et on aime bien recevoir des conseils de bah oui, ça te va mieux les jupes longues. D'ailleurs, nous, on est les premières, nous les femmes, quand on fait les magasins et qu'on rentre, on adore les faire en général avec une copine honnête qui va nous dire si cette robe elle nous met en valeur ou si elle ne le met pas, ou si ce kissouille, ce foulard nous va bien ou ne va pas, et ainsi de suite. On aime bien recevoir, mais c'est seulement quand on le demande, complètement différent. Quand nous, on va dire, est-ce que tu penses que ça me va bien? On a une réponse,
Et attention, la réponse, ça dépend à qui on la pose. Hein. Si c'est la copine ou c'est au mari, ça va être totalement différent. Mais ce qu'on attend va être totalement différent. Du mari, on attend qu'il va dire, mais ma chérie, quoi qu'il arrive, t'es belle. Évidemment, il y a 1% de la population masculine qui va répondre comme ça. Encore, bon, c'est un chiffre que je vais au hasard euh, pour sourire. Mais en général, les hommes n'ont pas forcément la bonne formulation. Ils vont dire, non, chérie, franchement, non, va mettre l'autre, ça ira mieux. Et là, ça va nous vexer. Par contre, si c'est la copine qui nous le dit, on va dire non, mais ça, elle le dit pour le bien. Enfin, elle le dit parce qu'elle elle le pense. Elle veut nous aider. Je lui ai demandé, ça va. Mais donc, quand on le demande, on est réceptif, d'accord, à la réponse. Et même, on va prendre en considération ce qu'on nous dit. Mais quand on n'a rien demandé et que la personne, elle arrive et qu'elle nous dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais t'habiller comme ci, tu devrais t'habiller comme ça. Tu devrais aimer mes amis parce que si tu m'aimes, ben, tu devrais l'aimer. Et tu devrais aimer ma mère parce que c'est ma mère et que si tu m'aimes, tu aimes ma mère. Ben là, c'est complètement différent. Là, on a l'impression qu'on nous définit, on a l'impression qu'on ne laisse pas l'espace de liberté dont on a besoin pour se sentir en confiance avec l'autre. On a l'impression justement que si on n'est pas dans le moule de ce que l'autre attend de nous, eh bien là, on va perdre son amour. Donc là, on n'est plus du tout en... Comment on va dire ça, en adéquation avec la relation. On n'est plus aligné, on est complètement décentré et on ne se sent plus à notre place. Et là, on a plusieurs options. Soit on va faire semblant, d'accord, ok, tu prépares les jeux plus longues, d'accord. Ou tu devrais aimer ma mère, hein, c'est ma mère, elle fait partie de moi. Si tu n'aimes pas, c'est comme si tu ne m'aimais pas moi. On ravale comme ça, mais d'accord, et on ne dit rien. Ou alors, on va rentrer en guerre. Mais ça, quand on est capable de rentrer en guerre, c'est aussi que finalement, on s'affirme. Même si ce n'est pas forcément la bonne méthode, parce que ça va forcément arriver au conflit. Mais attention, le conflit, ce n'est pas forcément négatif, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais je veux dire, on va arriver dans un conflit qui n'a plus de fin. Parce que tu n'as pas à m'imposer, moi j'existe, ainsi de suite. Mais l'autre, c'est l'autre qui va se sentir imposé. Du coup, bref, donc on n'en sort plus. Ou alors, on va dire là, quand tu me dis ça, ben, je me sens imposée. Et moi, je ressens des sentiments qui ne sont pas exactement comme les tiens. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Il faut distinguer la personne de la demande. D'accord? C'est-à-dire, je comprends que tu as besoin que j'aime ta mère, je comprends que tu aimerais que j'aime ta mère, mais il se trouve que ta mère, pour moi, ce n'est pas toi. Et qu'elle a des comportements avec lesquels je n'arrive pas à m'accorder, mais ça n'a rien à voir avec toi. D'accord? Ça, c'est encore la meilleure façon de réagir. Maintenant, je ne dis pas que ça va forcément s'arranger, qu'on est au pays des bisounours, et que le mari va dire, mais bien sûr, ma femme. Non, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Mais en tout cas, ce ne sera pas par la force et ça amènera en tout cas à une confrontation saine. C'est-à-dire, je t'expose mes sentiments sans t'attaquer et je distingue un petit peu la personne de comment dire, la personne de ce que moi je peux donner ou pas donner. Mais moi, je sais que je t'aime, mais cet amour ne m'oblige pas à aimer tous tes amis ou toute ta famille ou tout ce qui... Non, non, non. Moi, je t'aime pour ce que tu es toi. Je n'aime pas forcément tout ce qui t'entoure, mais je t'aime toi. Vous voyez, et on arrive à redéfinir les choses, à recadrer les choses. Mais quand quelqu'un nous parle comme ça, d'accord, ou au travail, j'attends ce travail pour demain et s'il n'est pas fait, 3 petits points, d'accord, ça met une pression terrible. Et si nous, on a peur de perdre notre place et que justement on a besoin de ce salaire et qu'on aime ce travail aussi, on se sent imposé et on se sent étouffé et on est mal avec ça, évidemment. Donc, la solution, c'est évidemment de prendre du recul et de se distancier de la relation et de remettre les choses à leur place déjà avec soi. D'accord. Mais ce que je veux vous montrer aussi, c'est l'exemple. Comment les injonctions en fait sont tout le temps là, finalement, sont dans notre vie sans qu'on s'en rende vraiment compte, finalement. Et ça nous piège à notre insu. Et j'ai envie de vous dire même plus, les injonctions, elles sont là même dans les magazines, dans les panneaux publicitaires. Soyez heureux, écoutez-vous, soyez, je sais pas moi, bref, soyez beau, soyez intelligent, soyez ci, soyez ça. C'est dans notre intérêt, comme ça, là, à premier abord. Ça a l'air d'être dans notre intérêt. Mais ça m'impose. Et là, je me sens encore une fois peut-être un peu... on m'a enlevé mon espace de liberté. Je dirais même plus, on m'a enlevé mon libre arbitre. Je ne me sens pas être là. Je ne me sens pas exister. Je ne me sens pas faire des choix.
Parce que qu'est-ce qui définit mon être finalement, si ce n'est cette capacité à faire des choix? C'est ça la liberté finalement. Quand je sens que je suis capable de décider pour moi-même, ben là je me sens libre. Mais quand on m'empêche de prendre ce genre de décisions pour moi-même et qu'on me les impose, je me sens plus libre là. Je me sens étouffée. Et ça, c'est à faire attention aussi avec nos enfants. Parce qu'en fait, cette relation dominant-dominée qu'on peut aussi entretenir malgré nous avec nos enfants, parce qu'évidemment, on veut que leur bien, nos enfants, mais on va être très dans le rapport de force sans s'en rendre compte, on va leur imposer et on va, comment dire, pourquoi on a besoin de leur imposer? Parce qu'on dit, mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Combien de messages toxiques on reçoit pour notre bien? Mais l'enfant, dans tout ça, ça va lui saper le pouvoir de décision, ça va lui enlever, même inhiber l'action, et ce côté entreprenant, il va le perdre au fur et à mesure, parce qu'il n'osera pas agir sans l'accord de son parent ou de ses parents. Il va se sentir obligé. En fait, une fois qu'il a pris l'habitude d'être imposé, ben, s'il n'est pas imposé, il ne se sent pas exister, c'est-à-dire il se sent pas capable de prendre des décisions. Par exemple, un enfant qui le matin, on le réveille, allez, t'es à l'école, il faut se réveiller, il est 8h, dépêche-toi, ou il est 7h, dépêche-toi, t'as ton sandwich à faire, t'as ça à faire, dépêche-toi. Mais le jour où on ne lui dit pas tout ce qu'il a à faire, ben, il ne le fait pas. Il n'arrive pas. Et c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est tellement habitué à ce qu'on lui donne des ordres sans arrêt que lui, il fonctionne avec les ordres. Alors, attention, il n'aime pas forcément ça, il ne se sent pas épanoui, mais il ne saura pas mettre des mots dessus, forcément, c'est un enfant. Mais en réalité, s'il est tellement dépendant, ça crée en général des enfants très dépendants de leurs parents, s'il est tellement dépendant, c'est parce qu'on lui a tellement imposé que quand le jour où on ne lui impose plus, ben, il ne sait plus. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas comment se prendre en charge, il ne sait pas. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de développer, comment développer l'autonomie chez les enfants, justement, c'est d'arriver à se rétracter et à leur laisser à eux la place de décider. Alors, je suis sûre que vous allez me dire, oui, mais vers quel âge? Au début, quand ils sont petits, ils ne savent pas. Donc... Mais même s'ils ne savent pas au début, ce qu'ils savent, dans le domaine où ils savent, il faut arriver à le définir, leur laisser choisir. Par exemple, on va les habiller le matin, à partir de 4 ans même, 4-5 ans, on ne leur donne pas les habits, tiens, on s'habille comme ça, puis c'est tout. On leur montre, tu préfères cette robe rose ou cette robe jaune? Tu préfères mettre une jupe ou une robe? Et là, le laisser un petit peu réfléchir, parce que ça va lui permettre de se connecter à son moi intérieur, à sa décision à lui. Au début, il ne va pas savoir, l'enfant, si depuis le début, on lui a demandé ce qu'il voulait, enfin, on ne lui a pas demandé ce qu'il voulait plutôt, on lui a donné les habits, ben là, il n'a pas forcément l'idée de ce qu'il veut. Mais petit à petit, ben, l'enfant, il va prendre sa décision, il va comprendre ce qu'il préfère, il va se connecter à ce qu'il aime moins, à ses besoins. C'est important. Et ça commence dès le plus jeune âge. Pareil pour, je ne sais pas, en Israël, on fait le sandwich le matin pour le 10h à l'école. Pareil, tu veux quoi dans ton sandwich? Bah tiens, tu vas le faire maintenant. C'est toi qui fais ton sandwich et tu décides pour toi-même. Et l'enfant, là, on lui fait le plus beau cadeau. On lui fait le cadeau de l'autonomie, de l'indépendance et le cadeau de son être. Il peut se réapproprier son être. On enlève les injonctions, on enlève les ordres et on lui laisse la liberté d'être. C'est énorme. Si on lui enlève ça, l'enfant, il se sent, encore une fois, étouffé, mais en même temps, il ne sait plus. C'est-à-dire, d'un côté, ça le met mal à l'aise, de l'autre côté, s'il n'y a pas ça, il ne sait plus agir. Il a besoin d'ordre. Il est quand même conditionné. Donc, on gagnera beaucoup plus pour en faire un enfant épanoui, heureux, libre et surtout conscient et entreprenant, c'est de lui laisser son espace dans le domaine que nous, en tant que parents, on aura défini. Ce qu'on le sent capable de faire. En tout cas, on se renseigne un peu, parce qu'on peut se dire, hein, mais j'ai aucune idée, moi, ce qu'il est capable de faire. Mais on va petit à petit l'aider. C'est ça le vrai rôle de l'éducateur. Et en fait, c'est pareil pour ce qu'on fait, enfin, ce qu'on vit avec notre conjoint. Parfois, avec notre conjoint, on va se sentir imposé. Et donc, d'un côté, ça nous pousse en avant. Mais de l'autre côté, ça nous étouffe, on n'arrive pas à le dire. Et de l'autre côté, si du jour au lendemain, le mari, disons, c'est le mari, il arrête de nous imposer, on ne se sent pas, comment on va dire, organisé dans nos têtes, on n'y arrive plus, on se sent perdu, parce qu'on ne nous a pas dit quoi faire. D'accord? Donc, vous comprenez que l'injonction, elle a un rôle parfois qui est, comment on va dire ça, qui est pour nous et contre nous. C'est-à-dire que
elle nous sert d'un côté si on a depuis petit entendu tu dois faire, tu fais, il faut faire, ainsi de suite. Ben, on a besoin de ces ordres-là derrière nous. Et si on ne les a pas, on se sent perdu. Et de l'autre côté, ben, ils jouent contre nous parce que des fois, on se sent trop imposé et ça nous met trop de pression. Donc là aussi, il va falloir essayer de trouver le juste équilibre parce que aussi les injonctions font partie de la vie, j'ai envie de dire. Il y a des moments où il va falloir qu'on sache entendre les injonctions, parce qu'il y a des gens d'abord qui n'ont pas appris forcément la communication et qui ne savent pas laisser la liberté, mais pas que ça nous mette la pression. Alors là, c'est idéal. Ça veut dire que j'entends que je dois faire ça, d'accord, mais si maintenant, ce n'est pas le moment pour moi de le faire, je sais que ce n'est pas le moment pour moi de le faire et je ne me sens pas obligée de le faire, d'accord. Donc là, on arrive justement dans les solutions. Mais attendez, je voulais vous dire une chose par rapport au... Ah oui, on a parlé des injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est ce qui, en même temps, je te dis de faire quelque chose, mais je te dis le contraire, en parallèle. Donc là, vraiment, je me sens perdue. C'est un vrai piège. Ça va être, par exemple, j'en avais une qui me vient en tête alors que j'en ai préparé. Fin de journée, je suis un peu fatiguée. Ah, je l'ai oublié. Bon. Ouais. Non, elle ne vient pas entièrement. Bon, elle ne vient pas entièrement et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais l'injonction paradoxale, c'est vraiment comme son nom l'indique. C'est un ordre, mais qui est paradoxal dans le sens où si je fais, quoi qu'il arrive, les deux options ne vont pas me satisfaire, ne vont pas me rendre heureux ou ne vont pas... Voilà, par exemple, soit tu réponds, enfin j'espère que c'est une bonne injonction qui va vous parler, soit tu réponds à ce mail. Non, ça va pas. J'ai un truc. Je vais voir si j'en ai écrit une bien claire. C'est-à-dire que vous devez vous sentir, en fait, dans une injonction paradoxale, vous vous sentez toujours étouffé, mais alors vraiment, et c'est jamais, ça répond à aucun besoin, et au contraire, ça vous enferme sans vous donner vraiment de solution. D'accord. C'est pas un ordre sain, d'accord, parce que des fois, il y a des ordres qui sont nécessaires ou qui vont faire du bien, même si parfois je les prends trop à cœur, ou ils sont trop imposants, ou ils m'empêchent de respirer. Si je m'assois et que je réfléchis, je vais me dire oui, c'est pour mon bien. Mais j'ai pas aimé la façon dont ça a été formulé. Ou je pense que vraiment c'est trop imposé, d'accord. Mais là, c'est une injonction paradoxale, c'est vraiment quelque chose qui m'étouffe parce que je fasse cet ordre-là ou je fasse celui-là, je réponds à l'un contredit l'autre. Voilà, c'est plutôt l'un contredit l'autre. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on obtient de nous vraiment ce qu'on ne veut pas faire. D'accord. Mais je n'ai pas mis d'exemple. Deux obligations contradictoires, comme un mari qui dirait à sa femme, je veux que tu me plaises. Non, laissez tomber. Je préfère pas faire d'erreur. Parce que c'est tellement délicat que si je fais une erreur, je risque de vous induire en erreur. Donc, je reviendrai là-dessus, Bédrat Hachem. Je vais trouver des bons exemples très clairs. Maintenant, il y a donc l'injonction, elle est bonne. Enfin, elle est bonne. Elle est prendre on va dire que, encore une fois, comment je fais si je suis dans une relation dominant-dominée, que ce soit dans mon couple, au travail, dans mes relations interpersonnelles, comment je fais pour arriver à prendre la bonne mesure de l'injonction sans me l'attribuer complètement, sans être pris au piège, sans sentir que je vais étouffer. D'accord. Il y a un moyen de le faire. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il y a un moyen de le faire et que ce n'est pas forcément toujours négatif. Il y a des moments où on a besoin aussi de règles, on a besoin d'être cadré, c'est évident. Mais ça dépend par qui c'est fait et pourquoi c'est fait. Si c'est fait dans une bonne intention et si c'est fait surtout de mon choix, est-ce que moi je l'ai décidé? Est-ce que moi je suis d'accord avec ça? Alors d'accord. Mais au lieu de dire le mot il faut ou je suis obligé, se relier à son choix interne en se disant, par exemple, je choisis de ranger ma maison ce soir parce que j'ai un besoin de propreté. Je choisis maintenant d'aller faire les devoirs avec mon fils parce que je veux qu'il réussisse son année. Pas, je suis obligée maintenant de faire les devoirs avec lui, mais j'ai plein de choses à faire en même temps. Qu'est-ce que je dois choisir?
Euh, et, là, et là encore, je me sens assaillie. Ah, on voit plus peut-être. Je peux oublier de mettre. Voilà, c'est mieux là. Je me sens assaillie par toutes les demandes. Je fais mon choix. Cette demande, cette exigence, cette obligation, je la mets de côté. C'est pas grave. Je ne vais pas répondre tout de suite au mail, il ne va rien se passer. Et j'ai le droit de ne pas répondre au mail. Je m'accorde ce droit. Je me laisse cette liberté. J'ai le droit de ne pas répondre. Maintenant, je m'occupe de ce que j'ai à faire pour moi, ma priorité. Pour l'instant, c'est mon fils. Je veux faire ses devoirs avec lui. Je veux lui apprendre. Je choisis de mettre mon WhatsApp en silencieux ou carrément de mettre en mode avion et de ne pas répondre aux autres. D'accord? Ça, c'est un choix. Et je suis en accord avec. Attendez, je crois que le micro, il n'est pas éteint sur Zoom. Jennifer, vous êtes là? Il y a le micro de quelqu'un qui est allumé, c'est pour ça. Ah, Il y a le micro de 12 18 66. Voilà, c'est bon, ça y est. merci. Elle l'a éteint, merci beaucoup. Voilà, donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on doit reprendre du recul et se regarder soi-même, avec soi-même, se dire est-ce que je trouve que cette injonction, elle me parle ou elle ne me parle pas? Je choisis, moi, pour mon bien, c'est bon ou c'est moins bon? Ça répond à un besoin ou ça ne répond pas à un besoin? Est-ce que je me soumets en le faisant ou est-ce que je ne me soumets pas? D'accord? De se poser les bonnes questions. Est-ce que ça touche à mon estime de moi ou est-ce que ça ne touche pas? Est-ce que je suis en accord avec ça ou est-ce que je ne le suis pas? Toutes plein de questions. Vraiment, ces questions, je vais vous dire même, notez-les. Et à chaque fois que vous avez comme ça une obligation qui vous vient ou dans la tête ou qui est dit par quelqu'un de l'extérieur, ben vous revenez là-dessus et vous vous posez ces questions-là. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas? Et là, ça va vous permettre de prendre du recul, évidemment, de prendre de la distance et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. C'est un. Deuxième chose, prendre la distance avec la personne qui vous donne cette injonction. Il n'y a pas de problème. La distance qui vous donne, en fait, cette injonction, c'est quoi? C'est-à-dire que souvent, par exemple, si c'est le mari qui fait cette injonction et qu'on a peur de perdre son amour, on a peur de gâcher notre relation de couple, ben là, forcément, il y a un problème avec nous. Enfin, je ne veux surtout pas faillir, je ne veux pas le décevoir, je ne veux pas le perdre. Donc, je me sens obligée. Et là, en fait, il faut aussi, et par exemple, s'il me donne comme entre guillemets un ordre, une injonction, genre, je préfère quand tu mets des jupes longues et je ne supporte pas quand tu mets des jupes à mi-mollet, je trouve que ça ne va pas du tout. D'accord? Je risque fort d'abord d'être atteinte au niveau de mon estime de moi et d'être très impactée, d'être très touchée. Je peux me sentir très tendue et je peux passer, je sais pas, la moitié de la soirée de très mauvaise humeur, même toute la soirée, pas endormir la nuit, peu importe. Je peux exagérer, mais la tension que je ressens à l'intérieur, elle est due au fait que mon mari compte vraiment pour moi. Et ça, c'est très bien qu'il compte pour moi. Mais il n'empêche que dans certaines situations, je dois prendre de la distance avec le crédit que je lui accorde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je dois me dire bien sûr que j'aime mon mari, mais je dois aussi savoir qu'il n'est pas parfait. Lui aussi, il fait des erreurs. Là, pour moi, presque une erreur. C'est-à-dire, je m'accorde le droit de me dire que mon mari n'est pas parfait. Et je m'accorde le droit de prendre de la distance vis-à-vis de la réaction qu'il a eue. D'accord? Et à ce moment-là aussi, donc là déjà ça fait moins mal. Parce que pourquoi ça fait si mal quand je sens que mon mari m'impose quelque chose? C'est parce que je l'aime beaucoup et que de lui, j'attends son amour finalement. Et on a besoin chacun de l'amour de l'autre pour se construire. Et quand je sens que si je n'accorde, enfin si je ne réponds pas à son injonction, je perds son amour, bah, là je suis mal. Parce que d'un côté, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de mon existence pour me sentir bien, d'accord? J'ai besoin de m'accorder du crédit à moi, mais j'ai aussi besoin de mon mari pour être bien. Donc là, en fait, ça ressemble un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, à quelque sorte l'injonction paradoxale. D'un côté, je dois me respecter, donc je dois, vous avez compris, c'est une injonction, mais je dois aussi respecter mon mari. Donc je suis piégée entre les deux. Comment je fais pour en sortir? Et là, il est bon de prendre un peu de distance avec le crédit que j'accorde à mon mari à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je me dis, si moi, je ne m'accorde pas de crédit, à moi d'abord, ben, je risque de ne pas tenir. Donc, je me donne la priorité sur ce point-là. Et j'aime mon mari, mais à ce moment-là, je suis obligée de prendre du recul. D'accord? Maintenant, après, je dois apprendre à parler à mon mari aussi. À lui dire, regarde, je comprends que tu m'aimes avec les jupes longues, par exemple, mais moi, je suis plus à l'aise avec les jupes à mi-mollet.
Par exemple, j'ai pris cet exemple tout à fait basique, d'accord, de la vie quotidienne, mais ça peut être sur n'importe quel domaine. Moi, j'aime les jupes à mi-mollet. Je me sens plus à l'aise. Je ne vais pas pouvoir mettre des jupes longues tous les jours. De temps en temps, je te ferai plaisir, avec plaisir. Maintenant, c'est pas à toi que je dis non. Comprends bien, mon mari. C'est pas à toi que je dis non. C'est à ta demande. Et ça, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, toi, je t'aime, mais ta demande, je l'aime moins. Elle ne me respecte pas à moi dans mon être. Elle me définit comme toi, tu as envie de me définir. Et donc, tu veux m'aimer seulement dans ta définition. Il faut que tu apprennes à m'aimer dans tout mon ensemble et dans tout ce que je suis. Et ça, c'est le véritable amour qui laisse l'espace de liberté. Et je dois apprendre à faire ça avec mes enfants. C'est-à-dire, je vous ai parlé la semaine dernière de mon patient qui me disait, mes parents, ils ont tous, à tous les enfants, et c'est une famille nombreuse, ils ont donné cette sensation que si on ne faisait pas ce qu'eux attendaient de nous, on perdait leur amour. Donc, on est très peu nombreux à se donner le droit d'être vraiment soi. Et donc, pour la plupart, on étouffe. Parce qu'on a l'impression que si on va être nous-mêmes, on va tuer nos parents. Oui, aussi dur que c'est dans mes mots, c'est-à-dire on va les détruire parce qu'ils ne vont pas supporter. Ils ont tout investi pour nous. Donc, si nous, on ne va pas dans le sens que eux se sont imposés finalement ou nous ont imposés, et ben, on ne se sent pas à notre place et on a l'impression de leur faire du mal. En fait, c'est pas une impression, on leur fait du mal. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, on s'empêche d'être nous-mêmes et on se met dans ce qu'ils attendent de nous. On rentre dans le moule, en fait. Mais quand on rentre tout le temps dans le moule, ben, on ne se sent pas nous-mêmes exister. Et quand on ne se sent pas exister, ben, on ne peut pas se sentir bien. Donc, on fait plaisir à l'autre. Donc, l'autre, il est content. D'accord? Mais moi, je ne le suis pas. Or, la personne que je dois épanouir en premier lieu sur la terre, c'est que Hachem m'a donné. Mon âme, ma neshama, mon corps. D'abord, on m'a donné un corps et une neshama. Donc, d'abord, je m'en occupe. C'est vrai que sur mon chemin, je risque de faire mal aux gens que j'aime. Mais c'est eux ou moi. D'accord? Et ça, c'est très dur. Ce choix-là, il n'y a pas de mots. Il est terrible. On ne devrait même pas avoir à le faire, en fait. Si on arrivait tous à s'aimer de façon ouverte, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, je t'aimerai parce que tu es un membre de ma famille, parce que tu es mon enfant, parce que tu es mon mari, parce que tu es ma femme. Je te donne mon amour, peu importe que tu sois dans ma définition ou pas. Mais ça aussi, c'est très dur à faire parce que c'est tout un processus interne qu'il faut avoir passé. Il faut d'abord l'avoir fait avec soi, d'avoir réussi à s'aimer soi-même. Même si on ne rentre pas, on va dire, dans ce il faut, je dois et ainsi de suite. Et en même temps, si moi je l'ai fait avec moi-même, j'arriverai à être comme ça avec l'autre. Et dans ce il faut, je dois, il y a quelque chose qui me revient. Une patiente aussi qui me disait, moi dans ma famille, on devait toutes être parfaites. Ça veut dire on devait faire un taille 36 et on devait toutes avoir fait des études excellentes. On devait être dans l'excellence pour être aimé. Et maintenant que j'habite plus avec mes parents, je fais pareil. Nous, les filles de ma famille, on est toutes hyper minces, donc on est toutes très jolies. Et, apparemment, c'est une était jolie en plus. Mais on est très jolies. On est parfait. À l'école, on est excellente, mais en fait, on se sent hyper mal dans notre peau. Alors vous allez dire, mais attends, niveau performance, elle déchire, elle devrait être bien, ça devrait être parfait. Maintenant, parce qu'elles n'ont pas l'impression de s'être elles-mêmes écoutées. Elles n'ont pas l'impression, en tout cas, d'avoir réalisé ce qu'elles voulaient, elles, réaliser. Et puis surtout, elles me disaient, même en faisant tout ça, même en faisant taille 36 et même en étant excellente à l'école, on n'avait aucune reconnaissance de nos parents. Donc en plus, on ne se sentait pas du tout aimé. On a répondu, entre guillemets, à toutes les injonctions de il faudrait, je dois, tu dois et ainsi de suite. Toutes les obligations ont été répondues, mais on ne se sentait quand même pas reconnu et aimé. Donc là, c'est le pire. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que je me suis collée au moule qu'on attendait. On attendait de moi telle et telle chose. Je l'ai fait. J'ai été même parfaite dans mon rôle. Et j'ai pas reçu d'amour. Donc j'ai tout perdu en fait. Et ça fait évidemment très très mal. Et c'est des causes parfois de dépression aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se recentrer, dire qu'est-ce que je veux moi. Si moi je veux faire un taille 36, ok. Est-ce que je me l'impose? Est-ce que je peux m'aimer même si je ne fais pas un taille 36? Est-ce que je m'autorise à m'aimer même si je ne fais pas un taille 36? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la société aussi, elle nous mitraille, elle nous martèle la tête avec tu sois beau, sois heureux, sois... Alors dès qu'on a un moment de blues ou un peu de cafard ou quoi, on ne s'autorise pas et on se dit non, 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 je dois être positif. C'est ça qui fait qu'on me respectera et que je serai fort. Et même à mes yeux, je ne me respecte pas si je ne suis pas ce qu'on attend de moi, ce que la société attend de moi. Il y a un moment, il faut sortir de là, un peu sortir du système. Il faut un peu s'extraire pour mieux comprendre en fait et pour mieux le vivre.
le système. C'est-à-dire savoir se dire, attends, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que en fait, être dans un taille 36, ça ne m'impose pas un peu trop de contraintes? Est-ce que je ne suis pas… justement, j'avais lu comme ça un témoignage d'une femme qui avait minci très vite, enfin, d'accord, en une année, elle avait minci, elle avait un corps magnifique, et elle avait dit, en fait, à un moment, j'étais dans cet engrenage de mincir, de faire du sport, et en fait, j'avais un rythme de vie qui me plaisait pas du tout. Mais je me disais, c'est le prix à payer pour être belle. Donc, le matin, je me réveillais, je faisais une demi-heure de sport. Le soir, avant de me coucher, je faisais une demi-heure de sport. Et surtout, je me couchais tôt pour ne pas manger et pour ne pas avoir envie de manger. Et je me couchais tôt, je me levais tôt. Mais du coup, quand il y avait des soirées, des mariages, des fêtes, peu importe, j'y allais pas. Donc, je me coupais de toute vie sociale. Donc, je perdais beaucoup en contrepartie, mais je faisais un day 36. Et je m'acceptais physiquement. Mais à quel prix? Et dit, à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai senti que je ne m'épanouissais pas du tout. Je faisais tout ce qu'on m'attendait de moi, finalement, la société, le petit ami, je faisais tout ça. J'étais pas heureuse. Ah oui, je faisais un day 36, hein, j'étais super belle, mais j'étais pas heureuse. Et elle dit, au jour où j'ai compris ça, j'ai pris du recul et j'ai dit, mais après tout, moi j'ai envie d'aller à ces fêtes le soir, j'ai envie d'aller au mariage, j'ai envie d'aller voir des amis, j'ai envie de vivre, je vais aller vivre. Et tant pis si je fais pas un day 36, mais de l'autre côté, j'aurais gagné en contrepartie. Donc vous voyez, ce choix-là, alors ok, entre-temps, dans ce témoignage, j'avais posté une photo avec elle, en taille 36, et l'autre, je sais pas, elle avait pris 5 kilos. D'accord. Elle a dit, bah, avec ces 5 kilos, ok, je suis un peu moins belle, je suis un peu moins attirante, mais à mes yeux, d'abord, je suis toujours aussi jolie, donc ça c'était très important, elle avait fait un beau travail, et en plus, je suis heureuse, je suis épanouie, je vois des amis, je vis. Je ne suis pas tout le temps en train de me dire, attends, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai calculé toutes ces calories, et ainsi de suite, parce que c'est ça qu'elle vivait avant. Et donc cet exemple, il est très parlant. Donc là, on parle du physique, mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que j'ai envie de m'imposer à ce point-là ces règles, ces limites, ce stress? Est-ce qu'il me fait vraiment du bien? Est-ce qu'il m'aide à me sentir bien? Est-ce qu'il m'aide à me connaître mieux, à me respecter, à m'épanouir? Ou est-ce qu'il m'étouffe, il m'empêche de vivre, il me donne, on va dire, une image qui me correspond, que j'ai envie, à laquelle j'ai envie de correspondre, mais de l'autre côté, il ne m'épanouit pas du tout. Est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Donc, se reposer à chaque fois ces questions. Et en fait, à partir de là, même si on me donne les injonctions à faire, je serai capable de les mettre loin de moi. Je serai capable de les éloigner. Je serai capable de me respecter. Et je serai capable de faire le tri entre ce qui est bon pour moi et ce qui est moins bon pour moi. Ce que maintenant je suis capable de faire et ce que je ne suis pas encore capable de faire. Par exemple, c'est très en vogue et c'est vrai que c'est très mauvais le sucre, par exemple, mais c'est très en vogue de dire j'arrête le sucre. Si on est capable, très bien. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore capables. Toute leur vie, elles ont mangé du sucre et elles savent que c'est pas bien et elles sentent que c'est pas bien et elles veulent arrêter. Mais il faut le faire par étapes. Si justement la personne elle a un rythme de vie effréné, il faut d'abord calmer le rythme de vie effréné pour ensuite enchaîner sur j'arrête le sucre. Mais si je me l'impose, j'arrête le sucre et tant pis j'ai le rythme effréné, je cours à la dépression. Vous voyez ou pas? C'est un sevrage qu'il faut savoir faire doucement mais sûrement. Et ça en fait, on n'en a pas assez conscience. C'est-à-dire qu'on a l'impression, encore une fois, c'est la performance qui prime. Et non, je dois arrêter, je dois m'imposer, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Donc là, ce qui est important dans ces injonctions, c'est de sortir de là, prendre du recul et se redéfinir son territoire. Qui je suis moi? Qu'est-ce que je veux moi? Et qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Et qu'est-ce qui m'en fait moi? Et en fait, ça fait partie du travail d'affirmation de soi, du travail. Vraiment, c'est un gros travail à fournir avec soi-même, mais qui en vaut la chandelle, puisque tant que je ne suis pas vraiment moi, je ne vis pas vraiment ma vie, je ne me sens pas vraiment épanouie et je souffre terriblement. D'accord? Donc, vous me direz si ça vous parle, si vous êtes d'accord, mais c'est ça que je dois en tout cas tendre à faire. Attendez, je vais remettre les commentaires parce que je ne les voyais pas. C'est vers cela que je dois tendre pour me sentir mieux, pour me sentir bien et pour vivre en harmonie avec moi et avec les autres. Ah, là, voilà. Et avec les autres. Si je veux me sentir bien avec les autres, je dois me sentir bien avec moi-même, comme je vous ai dit. Pour être un bon compagnon pour soi, pour être un bon compagnon avec les autres, il faut que je sois un bon compagnon pour moi-même. À partir du moment où moi j'ai pris ce recul sur ces injonctions-là, j'arriverai à prendre du recul sur les injonctions que les autres m'imposent. Et donc, dans ma relation dominant-dominée, j'arriverai à prendre du recul, j'arriverai à
à pas être impactée directement et à pas être touchée dans mon estime, merci, à pas être touchée dans mon estime de moi, j'arriverai à me sentir beaucoup mieux. D'accord? Voilà. Donc ce soir, j'espère que ça a été, constructif d'abord, mais que ça a été plus dans le détail. D'accord? Parce que la semaine dernière, encore une fois, on a vu les 5 phénomènes. La semaine prochaine, des rattachements. Je pense que Myriam a perdu sa connexion, mais elle va se reconnecter à mon avis. Voilà. Donc j'étais en train de parler, mais en fait, on n'entendait pas. C'est dommage. On va essayer de se rappeler. Ça a coupé pile quand vous avez dit la semaine prochaine. Ah mince, ça fait longtemps alors. D'accord. Ok, donc la semaine prochaine, on va voir les menaces. On va voir. Attendez, il faut réenregistrer là. Ouais. Comment dire, répéter. Ah, ça, c'est une grande question. Votre connexion, voilà. Ouais, Jennifer, juste, c'est pas enregistré. Tant qu'à faire. Si je répète, il vaut mieux que ce soit enregistré. On n'a pas coupé l'enregistrement. Ah bon, parce que chez moi, c'est pas rouge. Ok, bon, bah, si c'est rouge, ça va. Ah, non, oui, non, c'est c'est rouge. bon, ça. Ouais. Pardon. Merci, Odile. Alors, non, je suis là. D'accord. Je disais, la semaine prochaine, on va voir les menaces. D'accord? Cette semaine, on a vu les injonctions. La semaine prochaine, on va voir les menaces. Et en fait, j'espère que maintenant, vous allez pouvoir identifier ce qui pollue la relation. D'accord? Donc, on a 5 éléments principaux. Mais déjà, là, cette semaine, on a vu un en détail, les injonctions. À chaque fois que vous en entendrez, et dans votre esprit, et à l'extérieur, vous serez capable de vous dire, est-ce que je suis d'accord avec ça? Je fais le tri. Est-ce que je suis d'accord de répondre à ce WhatsApp, à ce mail, à cet appel en même temps? Parce qu'évidemment, on fait tout en même temps, sinon c'est pas drôle. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est pas ce que est-ce que non, c'est pas ce que je veux maintenant? Ou est-ce que ça répond pas à mon besoin? Pourquoi j'y réponds? Est-ce que j'y réponds pour faire plaisir à l'autre ou pour faire plaisir à moi? Est-ce que c'est mon choix? D'accord? Posez-vous toutes ces questions et surtout soyez capable de l'identifier. Dans un premier temps, on n'est pas toujours capable de réagir en fonction de ce qu'on a identifié, c'est normal, c'est un processus, mais au fur et à mesure de l'identification, on arrive à réagir autrement. Après, c'est vrai que ça correspond à un travail intérieur, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un travail d'affirmation de soi. Et ça viendra après, au fur et à mesure des cours du lundi soir, je pense que ça finira par venir. Et c'est aussi l'objet d'un atelier, mais en tout cas, en attendant, réfléchissez à ça. Est-ce que je suis d'accord avec ces injonctions-là? Où est ma part de responsabilité là-dedans? Est-ce que... Et pareil, ça résonne dans vos têtes, mais ça résonne aussi à l'extérieur. Et en fait, comme je vous ai dit, le plus important à régler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand j'ai réglé ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis beaucoup plus en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. Je suis capable de réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Quand je n'ai pas réglé ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'y arrive pas forcément. Je suis encore trop moi-même emprisonnée, d'accord, dans ces injonctions-là, qui ne sont pas forcément bonnes. D'accord. Bon, j'espère que ça a été clair ce soir. Parce que quand on rentre dans le profond du sujet et dans le détail, c'est pas toujours évident d'être clair. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Avec plaisir. Merci Raya. J'espère que ça vous a bien. Ah, et je vous ai... alors, maintenant je vous ai dit que je vous enverrai le lien. Et Jennifer, est-ce que vous avez reçu le lien YouTube des... Oui. Ah, super. Je viens de le mettre, mais je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus. Mais ce que je vous conseille, c'est de le copier-coller. Et comme ça... D'accord, ok. Alors, attendez, je vais sur les conversations. Non, vous, Myriam, vous l'avez parce que vous me l'avez envoyé, mais les autres femmes... Voilà, voyez le lien de Zoom.
le lien YouTube, c'est le lien où vous allez pouvoir voir les cours. Alors, encore une fois, il n'y a pas tous les cours, mais il y en a 5, je crois. Les anciens cours du lundi. Et ça vous donne déjà matière à travailler sur vous. Et ensuite, j'en rajouterai d'autres si j'arrive à en récupérer d'autres. Je voudrais vous demander, pour ceux qui n'ont pas YouTube, qui ne peuvent pas rentrer dans... Allô, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans YouTube, est-ce que vous avez un enregistrement sur WhatsApp? Un enregistrement sur WhatsApp de quoi? Bon, de ce que vous faites, de vos conférences, parce qu'il y en a qui n'ont pas YouTube, qui ne peuvent pas rentrer pour réécouter. WhatsApp, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire un cours d'une heure sur WhatsApp, je crois. Ah, si, on a un audio. Il y a l'option audio, c'est ça? C'est un audio, quoi. Comment? Mais en fait, je ne sais pas, madame, si vous êtes sur le groupe de Myriam, mais elle met toutes les semaines le lien sur WhatsApp. Oui, Voilà. moi, j'écoute, mais quand il y a un lien comme ça, je sais que je connais d'autres gens qui n'ont pas YouTube et qui ne peuvent pas écouter, justement, ne peuvent pas rentrer dans un lien. Ils peuvent juste écouter quand c'est un audio WhatsApp. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, si vous n'avez pas YouTube, moi, j'envoie les liens. Ouais, c'est ça. J'envoie les liens ou j'envoie parfois le lien du blog. Le blog non plus, vous ne pouvez pas rentrer. C'est-à-dire, si on n'a pas Internet, vous voulez dire peut-être. Voilà, c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas Internet. Bon, Alors, comme pour tout ça, le monde Internet, il faudrait pas apprécie vos cours. c'est pas encore fait, mais par contre, ce que vous pouvez pour l'instant avoir, bon, déjà, c'est Zoom, puisque là, vous êtes sur Zoom, donc ça veut dire que Oui. vous avez eu Internet ce soir. Non, mais je parle pas pour moi. Je parle pas pour moi. Je parle pour Ah, d'autres pardon. gens. D'accord. Ah oui, j'ai compris. Alors, ce que je peux faire, c'est les mettre en audio. Ça va me prendre encore. Enfin, ça va pas être fait tout de suite, mais je peux le faire. Et autre chose que je peux faire. Alors, en tout cas, celles qui ont WhatsApp, même si ce n'est pas des cours d'une heure, on me pose des questions en privé sur l'éducation, l'épanouissement personnel, le couple, et j'y réponds en audio de façon anonyme sur les groupes. Donc, c'est des petites réponses des fois 10 minutes. 12 minutes, 5 minutes, ça dépend. Et bon, ça peut déjà être Bien sûr. Merci beaucoup. déjà un pied dans l'épanouissement personnel ou dans la conscience de soi. Je vais vous mettre mon numéro. Attendez, j'approche. Voilà. Je vous mets le numéro où on peut rejoindre le groupe WhatsApp. Vous m'envoyez un message ou ah oui, j'aurais dû vous envoyer Jennifer le lien du groupe directement. Voilà. Là, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai et je vous rajouterai au groupe. Pardon, ça fatigué là. D'accord. Et avec plaisir. Voilà. J'espère que ce cours vous a apporté. Je l'ai senti moi-même plus compliqué bizarrement que la semaine dernière. Je sais pas. Bon, vous me direz ce que vous avez pensé en privé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bezrat Hachem, on va parler des menaces dans la relation. Toujours sur le rapport dominant-dominé et on parlera cette fois des menaces. Voilà. Avec Merci plaisir, Myriam. avec plaisir, Jennifer. Merci à vous. Je dis au revoir aussi à Facebook et je vous dis à très bientôt.